Alors, Simon et Paul, on s'est rencontrés à l'école d'Archi, donc dans ce cycle de conférences avec Jean-Luc Giraud. Et ce qui m'avait impressionné, quand vous avez fait votre exposé, vous étiez trois. Hein, il y avait un troisième qui... Comment il s'appelle le troisième? Julien, encore plus grand que vous, hein, de plus en plus grand. Et ce qui m'avait impressionné d'abord, c'est l'espèce d'assurance avec laquelle vous êtes venu parler de vos convictions. Ensuite, la façon dont vous avez partagé le travail et la parole, ça marchait comme un morceau de musique, c'était magnifique. Et puis surtout, alors je crois que c'est toi, Paul, tu as employé un mot qui m'a frappé parce que j'aurais eu un peu le même, mais j'aurais pas osé le dire. Tu as parlé de ta révélation par rapport au problème écologique. Vous vous rappelez ça? Alors, moi, ça m'a surpris parce qu'entendre un étudiant, t'as quel âge? J'ai 19 ans. T'as 19 ans, un étudiant de 19 ans dire avec conviction qu'il a une révélation de quelque chose, c'est quand même un mot très fort, quoi. Dites-moi un mot sur le résumé un peu de ce que vous aviez dit. Comment aussi vous aviez découvert la contradiction de ce système sur le plan justement de l'environnement. C'est vrai que ça nous a marqué parce qu'on était un peu sensible à ces questions-là, mais plutôt par la culture qu'on a, par l'opinion publique, les médias. Et d'un coup, en s'intéressant un tout petit peu à... On a tiré une ficelle, et en tirant cette ficelle, on a découvert toute l'absurdité d'un système qui est en place depuis déjà 40 ans. Et c'est tellement évident, en tirant cette ficelle, on s'est aperçu que de l'évidence de la chose, ça nous paraissait vraiment être une révélation. Mais du coup, cette révélation, elle s'est faite aussi par des films, en particulier, qu'on a vus, qui sont deux films, Le Temps des Grâces et Solution locale pour un désordre global. Donc, le fait de voir ces films nous a montré clairement en plus la place de l'image, le fait de voir l'état des choses et comment c'est possible de faire différemment. C'est là que ça a été aussi vraiment le côté révélation est venu de là, peut-être aussi du fait qu'on nous l'a révélé et montré tel que... C'est quoi ce film? Alors il y en a deux. C'est principalement, en fait, c'est des documentaires qui présentent... dont le principal intérêt, c'est de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas d'habitude. Et ça nous a permis aussi d'aller nous intéresser à ces personnes-là. Le vrai intérêt du film, c'est ça, parce qu'on peut toujours critiquer un film qui peut avoir le parti opposé de ce qu'il dénonce dans avec le même radicalisme. Mais du coup, là, ça nous a permis vraiment d'avoir un nouvel avis. Et en s'intéressant à ce nouvel avis, on a pu aller chercher des personnes qui sont un peu des icônes de cette lutte-là, comme les Bourguignons, par exemple, ou Pierre Rabhi, qui sont des scientifiques à la base, des agriculteurs, et qui donnent leur point de vue et qui militent au quotidien pour ça. Qui sont les Bourguignons, alors? C'est un couple de biologistes qui sont microbiologistes des sols, qui sont les derniers spécialistes dans ce domaine-là, puisque donc, ce qu'ils expliquent dans leurs conférences, c'est que cette spécialité de microbiologie des sols a été complètement supprimée du cursus d'agronome en fait. Et du coup, ils ont quitté l'INRA par conviction pour fonder leur propre laboratoire de recherche. Et donc, ils développent des techniques alternatives au système dominant pour la production agricole. Et du coup, la microbiologie des sols, ça consiste en fait dans la connaissance du sol et de la manière dont il fonctionne. Et c'est là que ça devient un peu polémique, c'est que le fait de connaître le sol, on sait ce qui est bon pour lui, ce qui est moins bon pour lui et ce qui risque de le détruire. Et du coup, en le connaissant, on va avoir peur d'utiliser certains produits, tout ça. Donc, on peut faire un lien entre cette connaissance et la disparition un peu de l'enseignement de cette voie de la biologie et la microbiologie des sols dans l'enseignement en agronomie. C'est-à-dire si on a tué le sol, il est logique qu'il n'y a plus besoin d'avoir une spécialité de la microbiologie du sol, en gros. Et ce qui m'avait frappé, c'est que vous aviez résumé très brièvement, je me rappelle, la contradiction absolue du système actuel, justement, par rapport au sol. Tu te rappelles ce que vous aviez dit? C'est-à-dire qu'on est dans un système qui a tout mis en œuvre sous couvert de vouloir régler des problèmes qui sont suffisamment graves pour être réglés, certes, comme les bactéries ou les insectes. Donc par l'utilisation de produits chimiques, on élimine les menaces sur les récoltes, mais on élimine aussi un équilibre de biodiversité qui peut générer le fonctionnement naturel du sol et de la vie en fait. C'est un peu une chaîne alimentaire à l'échelle micro qui permet d'auto-entretenir le sol et de mettre en place les conditions qui génèrent la poussée naturelle d'une plante en fait.
Et par l'industrie a de fait tué totalement le sol, c'est le mot, puisqu'il y a le sol est totalement pauvre. Et du coup, on n'a plus du tout de possibilité de planter quelque chose et de le laisser pousser naturellement. On est obligé d'aider. De mettre un engrais et différents produits comme ça qui vont... Du coup, la plante ne survit plus sur ce qu'elle va prendre dans le sol, mais survit sur ce qu'on lui donne. Elle est totalement dépendante des produits qu'on va lui apporter. Et donc, il y a un lien comme ça entre le produit qui est censé venir la défendre, mais qui finalement va tuer le sol. Et du coup, on devient dépendant du produit qui va lui permettre de vivre en lui donnant tout ce dont elle a besoin, alors qu'elle pourrait le trouver dans le sol naturel. Ce qu'on peut résumer schématiquement, en fait, avec la chimie, on a tué le sol, et c'est avec la chimie qu'on prétend le régénérer et lui fournir effectivement des engrais artificiels, donc c'est un cercle vicieux en effet. C'est ça. La chimie l'a emporté, c'est un peu ça, quoi. C'est tout à fait ça, oui. Puis, après, il faut aussi relativiser, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est fait à très long terme et qui n'est pas forcément une énorme machine, une théorie du complot, mais au final, il s'avère qu'actuellement, on cultive le mythe. C'est l'état des lieux, voilà. On cultive le mythe. On cultive le mythe de l'impossibilité de sortir de ce système, et on part du principe que le sol est mort, donc le seul moyen de s'en sortir, c'est de pallier à ce... C'est presque des soins palliatifs d'ailleurs. On donne au sol le minimum de survie qu'il peut avoir, pour ensuite poser dessus la plante, même plus la planter, et on entretient le... Oui, c'est du hors-sol. C'est du hors-sol sur le sol. C'est du hors-sol sur le sol, oui, je comprends ce que vous voulez dire. J'avais lu par ailleurs, je ne sais plus où, que comme, entre autres, les vers de terre, les lombriques jouent un rôle énorme pour l'aération du sol, mais aussi pour la transformation chimique, etc., comme il n'y en a plus, alors qu'il y avait une concentration énorme, c'est une masse énorme. On est à 300 à 400 lombriques au mètre carré sur un champ dit normal d'autrefois, oui. Alors qu'actuellement, sur des champs qui sont contaminés par l'industrie chimique, on serait plutôt sur 1 à 3 vers de terre au mètre carré, donc il y en a quasiment plus. C'est ça, alors du coup le sol est presque du béton, et ce qui expliquerait entre autres certaines formes d'inondation, parce que effectivement l'eau ne circule plus, etc., puisque le sol n'est plus aéré. Enfin, donc ça a plein d'effets secondaires, qui si d'ailleurs on les chiffrait sur le plan économique, puisque les statisticiens et politiciens aiment bien chiffrer, si on chiffrait à long terme les choses, c'est donc pas du tout un gain, puisque ça coûte en fait très cher en catastrophe secondaire ou en effet secondaire, ça c'est évident. Mais alors, oui. Ça coûte très cher sur ce plan-là, mais ça coûte aussi très cher parce que, de fait, on est sur une financiarisation de la chose, c'est-à-dire que les exploitants agricoles, qui sont d'ailleurs plus des paysans, mais des exploitants agricoles, sont obligés de s'endetter pour acheter le matériel et la chimie dont ils ont besoin pour produire, parce qu'il ne faut pas oublier que eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est nourrir des gens et se nourrir eux-mêmes. Et du coup, ils sont obligés de s'endetter pour ça et ne peuvent plus se donner un salaire avec ce qu'ils produisent. Et l'État est obligé de leur fournir des subventions. Et c'est grâce à ces subventions-là qu'ils peuvent survivre. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une production qui peut être autostable, en fait. On est dans un système qui est dépendant de subventions de l'État. Une interdépendance. C'est ce qui arrange tout le monde d'ailleurs actuellement, parce que c'est une certaine stabilité. Oui, du coup il y a cette interdépendance entre l'agriculture et l'État, mais il y a aussi le lien à l'industrie, parce que cette agriculture devient de fait dépendante de l'industrie, vu que c'est l'industrie qui produit ce dont elle va avoir besoin, ce pourquoi elle s'endette en fait. Et du coup l'industrie, elle fait du profit, et qui va après permettre de créer de l'emploi. Donc il y a plein de choses aussi qui sont bonnes derrière tout ça. C'est pour ça que c'est pas si clair que ça. Non, bien sûr, on ne peut pas rejeter en bloc. Et c'est relativement paradoxal aussi, parce que dans un système libéral comme celui qui est le modèle dominant actuellement, on a quand même un des seules niches où la base de la production force à l'achat. En fait, le consommateur de produits chimiques qui est l'exploitant agricole est obligé par le système de se fournir de ça, de la même façon que ceux qui lui donnent les semences, qui lui vendent les semences, d'ailleurs qui ne les donnent pas, sont ceux qui lui vendent les produits chimiques nécessaires à l'exploitation. Alors justement, j'avais été stupéfait d'entendre votre camarade donc de deuxième année d'archi, je ne dis pas de bêtises,
cette fille qui était dans le fond de la salle et qui à ce moment-là a dit qu'elle était elle-même fille d'exploitant agricole et qui a raconté, je ne sais pas si vous vous rappelez, comment se passait la visite du représentant des semences qui à la fois leur propose sur catalogue tel type alors de maïs, telle ou telle caractéristique, et la semence qui va avec, ainsi de suite, et tout. Et à quoi j'avais ajouté que moi, connaissant dans la région des Alpes de Haute-Provence, la région de Sisteron-Gap, la culture des fruits, depuis qu'on a fait le barrage de Serponçon, on a irrigué la montagne qui était très aride autrefois, ils font de la monoculture de brugnons, de pommes, de pêche, des trucs comme ça, et c'est les mêmes firmes qui leur vendent tout le matériel chimique, mais qui aussi leur vendent les hangars frigorifiques, qui leur permettent par exemple de garder un brugnon ou une pêche cueillie encore pas tout à fait mûre jusqu'à 2 ans et demi dans le frigorifique, ce qui explique pourquoi quand vous l'achetez ensuite, quand c'est mis sur le marché, il pourrit très très vite le fruit et il n'y a souvent pas de goût. Autrement dit, ils sont complètement prisonniers de tout le circuit, y compris de la distribution, sans parler des maladies, alors qui se révèlent aujourd'hui, les cancers en très grand nombre dans la région de ces gens, parce que les gens ne mettent pas leur masque quand ils arrosent, et qu'effectivement, il y a toute une génération qui est en train de le payer, quoi. Mais tu as cité aussi, alors ça m'étonnait, Pierre Rabhi. Sauf que moi j'ai croisé l'histoire de Pierre Rabhi par mes prospections sur l'art brut. Parce que Pierre Rabhi qui vivait, ou je ne sais pas s'il est toujours en Ardèche. Il vit toujours en Ardèche. En Ardèche, oui. Était édité à l'origine par un original qu'on appelait Candide et qui avait un petit musée qui s'appelait le Petit Musée du Blizzard, un endroit en Ardèche qui s'appelle La Ville-Dieu. Et il s'était fait éditeur parce qu'il avait trouvé ce type tellement merveilleux qu'il s'était dit il faut vraiment faire connaître sa pensée. Il a édité un livre chez moi où il raconte son parcours, puisque je crois que c'est un Algérien. Oui. Il me semble qu'il est kabyle, non, j'ai une bêtise ou... Je sais pas. Il y a toute une histoire. Bon, il est francisé, il vit en France, ses enfants, je crois, sont musiciens. C'est une famille très cultivée. Il est devenu, je crois, spécialiste du Sahel. Il a dû faire des projets en Burkina Faso ou des choses comme ça. Mais alors, qu'est-ce que vous savez de Pierre Rabhi? Il s'était présenté aux élections présidentielles aussi, il me semble. Oui, il me semble qu'en 2002, il a tenté de se présenter aux élections présidentielles pour promouvoir un peu ses idées, mais il n'a pas passé le cap des 500 signatures. Ah d'accord, donc, mais je vous rappelle cette candidature. Alors qu'est-ce qu'il apporte c'est une grande réflexion théorique sur le sujet, et c'est aussi quelqu'un qui met en œuvre sur des petites échelles, des micro-projets, notamment des micro-projets de développement de ce qu'il prône, c'est-à-dire... Et l'enseignement de transmission du savoir qu'il a pu... parce que lui déjà il était un peu à la base de toute cette pensée-là, parce que c'est au moment... En pleine révolution verte, que lui a décidé de ne pas prendre cette voie-là, et du coup de prendre une voie qui lui semblait logique et sensée. Et c'est... Mais il fait partie de ces gens, en fait, comme les Bourguignons, qui ont une réflexion sur qui est autre que la pensée dominante, et qui en profitent pour la mettre en œuvre sur là où ils en ont l'occasion, c'est-à-dire pas dans les pays développés avec une agriculture. C'est les pays subsahariens, je crois, lui. Mais alors lui, c'est plutôt dans les pays subsahariens, les Bourguignons à travers le monde, notamment en Amérique du Sud. Il y a beaucoup de mouvements qui sont développés en Amérique du Sud aussi, sur ce sujet-là, mais donc il y a des exploitants ou des communautés de villageois qui ont un savoir-faire agricole, qui font appel à eux ou qui développent en parallèle des projets. Enfin, tout le monde n'est pas requis dans ce système-là, et qui utilisent les savoirs ancestraux, qu'ils améliorent souvent par de nouveaux savoirs, qui ne sont pas des savoirs chimiques, mais qui sont de nouvelles façons de faire, ou des remises en cause d'anciennes pratiques comme le labour, on va en parler peut-être plus tard, mais qui est une des choses qui peut être remise en cause. Et du coup, c'est des personnes qui, sur des micro-projets, alors que ce soit à l'échelle d'un village, d'une grande exploitation au Brésil par exemple, qui mettent en place des petits laboratoires à l'air libre en fait, de ces techniques-là, et qui montrent comment on peut rétablir une qualité de sol dans des endroits qui ont été totalement pollués, ou alors mettre en place une agriculture là où peu de choses poussaient auparavant, par des méthodes comme le semi-direct sous couvert, etc. Non destructrice.